Vous écoutez Remarquable. L'histoire et l'art. en balade. Remarquable. Salut, c'est Corinne. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Remarquable consacrée aux maisons d'illustres. J'adore mettre mes pas dans ceux de mes personnages préférés. Les lieux façonnent les êtres et font partie de leur histoire. En entrant chez eux, on s'imprègne des ambiances, on se prend à imaginer leur présence et on se sent proche d'eux. Pendant plusieurs semaines, je t'emmène chez Monsieur Rodin, le sculpteur, Monsieur Caillebotte, le peintre, et Monsieur Zola, l'écrivain. 3 immenses artistes du 19e siècle. Avec mes invités, on parcourt leur domaine, on évoque leur personnalité, leur œuvre et leur vie si passionnante. Alors ne rate pas le prochain départ et abonne-toi à Remarquable. Si tu souhaites me soutenir, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute me donneront la banane. Allez, viens, je t'emmène ? Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Gustave Caillebotte dans son propre atelier pour évoquer l'artiste peintre. Auparavant, montons à l'étage où se trouvent plusieurs salles muséales qui retracent l'histoire de la maison et les passions des frères Caillebotte. Et surtout, allons voir la chambre parentale, une pièce monumentale de style Premier Empire, véritable hymne à Napoléon Ier. Alors là, on repasse par le hall d'entrée et puis on va aller à l'étage. Alors ici, c'est la salle explicative en fait de l'histoire du domaine avec les différents acheteurs de ce domaine et concepteurs en tout cas. Donc on a pu remonter l'origine de propriété jusqu'en 1600 parce que cette maison, à l'origine, elle fait partie d'un fief seigneurial qui est le fief de Hyères, le fief de Narel, avec le seigneur de Hyères qui règne sur ces terres-là. Et donc, le château que vous voyez en arrivant, qui est le château Budet, a appartenu dans le centre-ville, donc, il a appartenu à la famille de Dreux Budet et de Guillaume Budet, le fameux helléniste qui a créé aussi la grammaire française. Donc, il faut dire que ce lieu aux portes de Paris, c'était un lieu peuplé de forêts. Les frères du roi venaient chasser. Enfin, c'était assez prisé. Il y avait une abbaye aussi qui était jumelée avec... enfin, on ne dit pas jumelée. Qui était une abbaye qui était rattachée à l'église de Saint-Germain-des-Prés. Et puis, il y a une succession de propriétaires, tous assez prestigieux, qui étaient toujours dans l'entourage du roi ensuite. Et puis, au moment de la Révolution, voilà, il y a eu des changements. Et les propriétaires importants, c'est donc Pierre-Frédéric Borel, en 1824, qui acquiert cette propriété et qui en fait vraiment son lieu d'excellence de la gastronomie à la campagne. Il fait fortune à Paris et à Hyères. Malheureusement, il voit trop grand, il fait faillite. Donc, il part en Russie refaire la même chose et il disparaît puisque ses enfants ne le verront même plus. Après son décès, il sera enterré à la fosse commune. Et donc, après la faillite de Pierre-Frédéric Borel, c'est la veuve de Martin-Guillaume Biennet, qui fraîchement veuve de son mari qu'elle aimait énormément et qui était l'orfèvre attitré de Napoléon Ier depuis qu'il lui avait fait crédit lors de la campagne d'Italie pour un nécessaire. Napoléon ne l'a jamais oublié et quand il est devenu empereur, bien sûr, il l'a pris comme son orfèvre attitré
sauf l'épée du sacre qui a été réalisée par audio. Mais sinon, il avait vraiment tous les marchés, toutes les commandes de la famille, voilà, pour les questions personnelles et puis pour tous les cadeaux aussi. C'était Biennet. Alors, quand il décède, la veuve Biennet, qui avait le sens des affaires aussi, parce qu'elle achetait toujours des propriétés avec son mari à bas prix. Donc, elle achète au successeur de Martin Guillaume Biennet cette maison et elle va installer sa chambre à coucher à l'étage qu'on va voir tout à l'heure et qui est un monument de mobilier Premier Empire. Et en même temps, pour elle, c'est un peu un sanctuaire parce que elle évoque aussi son mari en évoquant Napoléon Ier. Et le propriétaire important suivant, c'est évidemment Martial Caillebotte en 1860, qui vient ici avec son épouse et tous ses fils. Et avant la destruction potentielle de ce lieu, celui qui l'a préservé, c'est Monsieur Chalin en 1963 et qui a gardé cette maison pendant une dizaine d'années et il l'a préservée de la destruction par les promoteurs immobiliers. Donc on doit vraiment toujours le remercier et on garde son souvenir avec beaucoup d'émotion. Ah oui, merci beaucoup Monsieur Chalin parce que ça aurait été vraiment dommage. Comment peut-on détruire une propriété aussi magnifique ? Quelle drôle d'idée. Hein. Mais c'était l'époque aussi, vous savez, la modernité à ces époques aussi, parfois produit des dégâts. Mais bon, là, on a eu la chance d'avoir quelqu'un de visionnaire. Peut-être qu'il n'y avait pas non plus le même regard sur le patrimoine, la même sensibilité. Oui, je pense qu'il fallait au contraire faire table rase du passé et aller vers C'était un peu le futurisme, tout ce qui était devant nous était plus important. On croyait au progrès absolument. C'est une histoire de mentalité. Voilà. Alors aujourd'hui, là, les salles successives qui étaient des chambres à coucher précédées de leur petit cabinet de toilette sont devenues des salles muséales pour expliquer à la fois les facettes du peintre, mais aussi de toutes les passions de Gustave, de son frère, ensuite le photographe, et du frère prêtre. Voilà, alors là, on est dans la chambre qui a été utilisée par les parents de Gustave Caillebotte. C'est une très grande chambre qui donne sur le parc avec une cheminée qui n'a pas de miroir qui la domine, mais qui a au contraire une vue sur le parc, parce qu'il y a 2 conduits latéraux de part et d'autre de la cheminée qui permet de donner cette vision directement sur la nature. Et cette chambre a été meublée par la veuve de Martin Guillaume Biennet, parce que dans le fond d'atelier de son mari, après son décès, elle avait cet ensemble mobilier qui avait été destiné sans doute au prince Murat et à son épouse et pour leur palais de Naples. Mais comme le prince Murat a été fusillé, le mobilier n'a pas été, enfin, en tout cas la facture n'a pas été honorée. Et il est resté dans le fond d'atelier. Alors, ils ont changé sur les cuirasses qui étaient apposées sur les côtés de ce mobilier, sur le lit, sur la psyché, sur le secrétaire à secret, sur la commode, le sommeau, enfin, sur tout cet ensemble. On sent qu'il y a eu un travail pour enlever sans doute des armoiries ou des décors. Vous voyez, tout est piqueté. On le voit assez bien là et on le voit sur le lit. Mais c'est un ensemble assez exceptionnel qu'on a eu la chance de pouvoir racheter parce qu'il avait quitté la maison du temps de François Chalin. François Chalin n'aimait sans doute pas ce décor. Donc, dans les années 60, on peut comprendre que le goût était un peu différent. Il a organisé une vente et ce mobilier a été acheté dans son ensemble par un collectionneur qui est décédé
il n'y a pas très longtemps, et on a pu racheter le mobilier d'origine même et le réinstaller dans la chambre à coucher où il avait toujours figuré. Donc, c'était une belle victoire aussi, grâce au ministère de la Culture et à un droit de préemption en urgence. Et surtout aux dons aussi des amis de la propriété Caillebotte, le fonds de dotation qui a permis d'obtenir les fonds pour pouvoir acheter ce mobilier en vente aux enchères qui n'est pas passé inaperçu. Ah oui, et là, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Voilà, donc c'est ce décor. Et alors, ce décor qui est vraiment un hymne à Napoléon Ier, Ah, ça, c'est sûr. qui est un peu incongru ici, peut-être dans une maison de campagne. Mais il faut dire que la veuve Biennet venait de perdre son mari et Napoléon était vraiment le personnage central de la vie des Biennet. Donc, en organisant cette chambre à coucher, elle a aussi organisé une espèce de Mausolée oui, à son mari Oui, aussi, oui. parce que là aussi, voilà, on voit son mari là sur un portrait, sur un dessin, et puis et elle aussi l'histoire de Martin Guillaume Biennet est aussi très très belle. Enfin, on pourrait prendre beaucoup de temps pour la raconter, mais on peut la retrouver parce que c'était aussi un homme qui de son époque, c'était un petit peu plus tôt, mais c'est dans le début du 19e, et qui a aussi gravi tous les échelons, qui a réalisé une fortune par son intelligence et son ingéniosité, et qui est devenu quand même le maître guénotier et le fournisseur vraiment de l'empereur. Oui, c'est une belle ascension. Oui, une belle ascension. Et puis un travail, un savoir-faire formidable qu'il a légué, puisqu'aujourd'hui, les collectionneurs de Biennet sont aussi la maison Hermès. Ah oui. Vous voyez, donc le savoir-faire aussi était très très important. Il fait partie de ces promoteurs du savoir-faire français. Alors la chambre, elle donne donc on est au premier étage et elle donne directement sur le parc. On donne sur la façade ouest de la maison avec cette colonnade, puisque quand on va voir le parc, on va faire cette promenade. Mais la façade ouest avait été redécorée avec une évocation de la Rome antique, parce que c'était l'évocation de l'Italie, le voyage autour du monde. D'accord, d'accord. Et donc là, il y a une terrasse. Oui, il y a une terrasse à balustre. Oui. C'est vraiment donc couverte, c'est ça? Oui. Ah ouais, c'est vraiment joli. Alors, pour cette pièce, on avait la chance d'avoir des photos. Donc, il a été plus facile de refaire faire les tentures et de reprendre les motifs parce qu'on avait des photos d'origine. Mais comme je vous l'avais dit, comme tout le mobilier avait été vendu au début des années 60, il ne restait plus rien. Donc, il a fallu racheter. Mais c'est bien le mobilier, les coloris, les motifs qui existaient à l'époque et le lit dans lequel les parents Caillebotte ont dormi et se sont réveillés en regardant le parc. Oui, mais ça devait être fabuleux. Et par contre, c'est un petit peu étonnant, enfin, je ne sais pas si c'est étonnant, mais bon, voilà, c'est une remarque que je fais, qu'ils aient eux-mêmes gardé ce décor, parce que la veuve précédente ait voulu le garder en hommage à son mari, ok, mais eux... Oh, mais je pense que c'était aussi un peu... il devait être en bon état. On était aussi sous Napoléon III, donc on n'avait pas à rougir de Napoléon Ier. Et puis, le mobilier était quand même très, très précieux. Je pense que ça a dû plaire aussi au style général de la maison. Voilà. C'est l'aigle surtout. C'est l'aigle qui est peut-être impressionnant. Un petit peu too much. Mais bon, c'est avec le regard du 21e siècle. Oui, mais en même temps, c'est très doré, très... Ah oui, c'est un motif assez fort. Oui, c'est un motif fort. Et puis alors là, c'est impressionnant aussi, enfin étonnant, le masque mortuaire, donc... C'est ça? Voilà, alors là, en fait, on a organisé une exposition autour de Martin Guillaume Biennet et de son travail. Et on a réussi, à l'occasion de cette exposition, à remettre la main sur le masque dit Borella,
qui était le masque mortuaire sur le masque mortuaire de Napoléon, qui avait été réalisé et acheté par Monsieur Borella, un Italien, au début du XXe siècle. Et donc, on l'expose en ce moment, puisqu'on l'a en dépôt pour quelques années. Et c'est dans cet ensemble voilà, très napoléonien qui s'intègre. Alors, il peut surprendre aussi, mais là, c'est un dépôt temporaire pour plusieurs années, mais qui est une belle légende parce qu'on a eu la chance de le retrouver à l'occasion de cette exposition et aussi des commémorations de Napoléon Ier. Voilà. Non, mais il a toute sa place dans cette pièce. Oui, absolument. Maintenant vers l'atelier de Gustave, parce qu'il avait donc son atelier ici. Ils sont restés combien d'années, les Caillebotte, dans cette maison? Gustave et Martial ont vécu ici, enfin, ils sont venus avec leur famille pendant 19 ans. Le père est mort en 1874, donc il n'a passé que 14 ans ici. Et puis René, le petit frère, est mort en 1876 et la mère ensuite est morte de chagrin en 1878. Oui, donc beaucoup de décès en quelques années. Donc là, nous sommes dans l'atelier de Gustave, donc au deuxième étage. Bon, voilà, c'est au deuxième étage intermédiaire parce que c'est un demi-palier. C'est un demi-palier, oui. Qui existait dans la maison. Alors l'atelier, celui-ci n'a pas été construit par les Caillebotte. C'était un atelier qui existait déjà du temps de Pierre-Frédéric Borel. Parce que dans toutes les maisons bourgeoises, il fallait avoir un atelier au cas où on pouvait accueillir un artiste. Ah oui. Voilà, donc on avait un billard et un atelier dans les bonnes maisons à cette période-là, donc au début du 19e. Et comme Pierre-Frédéric Borel avait les yeux plus gros que le ventre, je pense qu'il prenait quand même tout ce qu'il y avait de bien à faire. Mais grâce à ça, Gustave Caillebotte a pu utiliser cet atelier qui est exposé au nord. Et il faut savoir aussi que ça, c'était son atelier à Hyères, où il faisait des croquis, des esquisses, mais son véritable atelier, c'était l'atelier de plein air, c'était le parc. Ah oui. Donc, il allait dessiner dans le parc. Mais par sa formation, il passait aussi à l'atelier, Gustave. Et il faisait aussi des agrandissements au carreau après ses études pour ses grandes œuvres. Mais le père de Gustave Caillebotte lui a fait construire dans leur hôtel particulier de la rue de Miromesnil et à l'angle de la rue de Lisbonne un atelier sur 2 étages. Donc le père l'avait vraiment l'engagé à continuer dans cette voie-là et l'avait adoubé en tant que peintre, quoi. Donc, c'est quand même un peu étonnant, non, pour l'époque, ou c'est une idée que je me fais? Je pense que c'est étonnant pour l'époque, mais je pense aussi que le père de Gustave Caillebotte connaissait le prix de la vie, puisqu'il avait perdu lui-même ses 2 premières épouses qui étaient mortes en couche. Il avait perdu aussi des enfants. Il a perdu 3 enfants, si mes souvenirs sont bons, oui. Donc, je pense que voyant la ténacité, l'intelligence et le caractère de son fils, il a dû se dire que s'il était doué pour la peinture, il fallait qu'il se lance à n'importe quel prix. Et il a eu cette intelligence, alors que lui-même avait quand même construit une vie différente. Oui, tout à fait. Mais aussi, c'est aussi parce que son père était quand même riche qu'il a pu faire cette... Oui, alors c'est vrai que son père avait gravi tous les échelons sociaux et il avait gagné beaucoup d'argent. Donc ça lui a sans doute permis aussi de pouvoir aller vers cette passion sans angoisse. Mais je pense qu'il l'aurait fait quand même parce qu'il avait l'air d'avoir un caractère assez fort et très déterminé. Déterminé, oui, tout à fait. À quel moment il commence la peinture, il se rend compte que c'est vraiment son destin?
Alors, on n'a pas toujours eu accès à beaucoup de documents, puisqu'il n'a pas laissé d'écrit lui-même. Il est mort très jeune. Mais on sait qu'il a peint beaucoup de tableaux à Hyères. Et quand il arrive ici, il a 12 ans, mais vraisemblablement, il est marqué par ce lieu, par la lumière de la rivière, par tout ça, parce qu'il va le peindre un peu plus tard. Il va le peindre à partir des années 1875, et il va commencer ses grands tableaux. Mais c'est juste après ses études aux Beaux-Arts et dans l'atelier de Léon Bonnat pour préparer l'entrée à l'école des Beaux-Arts. Parce que je vous rappelle qu'il a eu son bac en 1868, donc 8 ans après son arrivée à Hyères, à la campagne. Et puis ensuite, il y a la guerre de 1870. Il est mobilisé dans la garde nationale, puisque son père a réussi à payer un remplaçant pour qu'il ne fasse pas son service militaire. Mais la guerre arrivant, il est obligé d'entrer dans la garde nationale. Et puis, après cet épisode douloureux, son père l'emmène faire un voyage en Italie. Ils doivent aussi, après ces moments de la commune, il faut se remettre dans le contexte historique aussi. Ça ne devait pas être très très facile pour lui de découvrir le prix de la vie, de voir tous ces jeunes aussi qui avaient dû disparaître si vite. Et puis, après ce voyage en Italie, en tout cas, la décision est prise d'entrer dans l'atelier de Léon Bonnat et puis de préparer l'entrée à l'école des Beaux-Arts. Et son déclic aussi, si je puis dire, mais je pense qu'il devait avoir ça déjà en lui depuis bien plus longtemps, mais c'est la première exposition impressionniste en 1874, quand il va découvrir tous ces artistes dont il connaît certains, mais qu'il vient de connaître, parce qu'il est tout jeune arrivé aux Beaux-Arts. Il a déjà réalisé des œuvres lui-même, mais il va découvrir tous ces jeunes artistes qui sont présentés le 15 avril 1874 dans l'atelier de Nadar à Paris, et il va être époustouflé. Alors là, c'est peut-être la confirmation de ce qu'il ressentait. Parce que lui avait une formation, dans l'atelier de Bonnat, il a eu une formation classique aussi. Bonnat était un artiste qui était exposé aussi au salon officiel, qui avait un grand talent. Et donc il apprend d'une certaine manière à peindre, et ça restera toujours un peu dans sa peinture avec le temps. Mais il va découvrir aussi cette volonté de décrire le vrai, de changer, de toutes ces conventions qui sont un peu étouffantes sans doute pour des jeunes de cette époque. Et là, avec l'impressionnisme, il a vraiment trouvé sa voie. Et lui, il va être un impressionniste un peu particulier, parce qu'il y aura toujours... il sera toujours à l'extérieur, mais en peignant des choses aussi réalistes. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais l'exposition de 1874, je pense que ça a été vraiment le point de confirmation de ce qu'il voulait être. D'accord. Sauf qu'il signe ses œuvres à partir du moment où il a réussi l'entrée à l'école des Beaux-Arts. Il signe enfin son nom, parce que jusque-là, il ne signait pas ses petites œuvres. Voilà, donc il s'affirme en tant que peintre dès qu'il est diplômé de l'école des Beaux-Arts. Ouais. Donc il a une révélation avec cette exposition, et il a envie de peindre à la manière impressionniste. On le dit maintenant avec ces mots-là, mais à l'époque, on ne disait pas comme ça. Qu'est-ce que justement vous évoquiez là? Vous commencez à évoquer son originalité, en fait, sa différence avec les impressionnistes. Qu'est-ce qu'il démarque? Comment on identifie Caillebotte par rapport aux autres? Alors, Gustave Caillebotte, en fait, il est toujours entre... Il est dans la peinture de plein air, il est impressionniste, et il a son style particulier aussi à lui, puisqu'on le classe aussi parfois comme peintre réaliste, parce qu'il décide aussi de peindre, comme son ami Giuseppe De Nittis, le vrai.
Et pour lui, le vrai, c'est ce qu'il voit, c'est des scènes de la vie quotidienne. Il décide de hisser au niveau le plus haut des scènes de la vie quotidienne qui peuvent nous paraître banales et qui paraissent tellement décalées et originales et même séditieuses à l'époque. Ça, c'est vraiment son originalité. Et en ça, il est vraiment chroniqueur de son temps et de son époque, parce qu'il veut montrer ce qui se passe autour de lui. Et alors, il fait ça dans la rue, il fait ça à la campagne, le long de la rivière, à Hyères, après au Petit Gennevilliers, à Trouville, enfin en Normandie. Et il fait ça aussi de manière un petit peu différente, mais dans les intérieurs qu'il va peindre à Paris. Les couples, des personnages qui ont du mal à communiquer, tout ça. Alors là, il va les peindre d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il va utiliser des cadrages spéciaux, des balcons pour créer des espaces entre l'intérieur et l'extérieur, pour des perspectives aussi qu'il va toujours étirer. Donc les points de fuite ne seront jamais où on pense qu'ils doivent être. Il connaît tout ça, il connaît la théorie, il sait très bien l'appliquer, mais il va prendre des libertés. Et c'est ça qui est exceptionnel chez lui. Il va aussi créer ses contre-plongées avec ses vues d'en haut, qui seront après reprises par des photographes comme Kertész et tout ça. Et donc, il va faire des vues à travers des rambardes de balcons aussi. Il va utiliser des points de vue en fait différents, comme s'il avait posé son appareil photographique imaginaire à plusieurs endroits et comme si les choses pouvaient bouger, voyez. Donc, mais tout ça avant la photo. Alors, quelque part, il avait un peu cet œil de photographe avant l'heure. Hein. Vraisemblablement avant la photo. En tout cas, il a dû céder aussi à un moment pour les points de vue différents de photographie qui étaient réalisés concomitamment, mais pas sur les motifs qu'il peignait. C'était juste pour voir comment un motif pouvait évoluer, tourner. Parce que son frère, lui, a fait de la photo parce qu'il a découvert ça dans sa famille, dans sa belle famille. Donc, c'est à partir des années 1880. En tout cas, il se marie en 1887. Donc, mais Gustave avait déjà cet œil photographique presque avant la photo. C'est ça qui est extraordinaire chez lui. Et puis, dans Les Rapoteurs de parquet, qui est quand même une œuvre aussi qui est plus ancienne, il va mettre la ligne d'horizon à un endroit complètement surprenant. Et voilà, enfin, il décide de son cadre lui-même. Et ce qui est aussi impressionnant chez lui, c'est qu'il arrive à représenter ces scènes qui peuvent être banales, avec des formats qui étaient à l'époque dédiés aux peintures historiques. Donc, quand il a fait Paris Temps de pluie, rue de Paris Temps de pluie, c'est un format gigantesque et qui est normalement qui n'était utilisé que pour la peinture d'histoire. Il casse donc, les codes. Il casse les codes. Oui. Il a une fougue, il a une énergie et il est. On sent dans son regard qu'il est très très intelligent. Enfin, il capte tout. Il est et d'ailleurs, c'est ce qu'on verra aussi pour tous ses autres passions, parce qu'il arrivera à tout mener de front avec. C'est ça qui est intéressant chez lui, c'est c'est vraiment le peintre qui va peindre Paris, mais d'une autre manière. Et alors, ça, bien sûr, ça choquera énormément, mais en même temps, c'est son génie. Oui, tout à fait. Donc... Et qui sont ses amis, donc, parmi les impressionnistes? Quels sont ceux qu'il admire le plus, avec qui il est plus proche, au niveau amical? Alors, comme je vous disais, il vient d'une famille plutôt bourgeoise, donc il va connaître tous ces artistes progressivement, d'abord par l'intermédiaire d'Henri Roire, qui l'introduit justement à
l'inauguration de la première exposition impressionniste de 1874, qu'il emmène aussi au Café Gerbois où tout le monde se retrouvait et discutait, refaisait le monde de l'art à l'époque. Et puis ses amis, il va connaître bien sûr puisqu'il va soutenir, ensuite il va avoir une fonction de mécène très très engagée, parce que voilà, c'est un homme engagé, Gustave Caillebotte. Tout ce qu'il fait, c'est de manière très très profonde. Et ses amis qu'il va soutenir, tous ceux qu'il va soutenir vont devenir ses amis. Bien sûr, il y a Monet, dont il restera très proche jusqu'à la fin et avec qui il échangera toujours, qui soutiendra aussi financièrement à de nombreuses reprises, dont il paiera aussi le loyer de l'atelier, tout ça. Et puis, il y a Renoir aussi, qui est un ami très proche. C'est le parrain de son fils ? Oui, Renoir aura un enfant vers 44 ans et donc il lui demandera d'être le parrain de Pierre, que Gustave peindra d'ailleurs pour en souvenir. Et Renoir d'ailleurs peindra le portrait de la compagne présumée de Gustave Caillebotte, Charlotte Berthier. Il a aussi comme ami Sisley, il a Berthe Morisot est dans le circuit aussi, Mademoiselle Cassatt aussi qu'il soutient, Pissarro aussi avec qui il a beaucoup d'échanges. Il aura une relation un peu conflictuelle aussi avec Degas, mais Degas avait, paraît-il, un caractère pas facile non plus, et je pense que Caillebotte avait beaucoup de caractère. Donc voilà, et puis aussi beaucoup d'amis qui l'entourent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été pensionnaire aussi, et donc assez jeune. Et ce goût du collectif, ses amitiés, du groupe, il l'a vraiment. Il a aussi une fratrie importante. Il perdra aussi son jeune frère cadet René, mais ce groupe familial, ce groupe de frères et ce groupe d'amis sont toujours importants pour lui. Et d'ailleurs, avec son propre frère, il va rester très lié. Avec Martial. Avec Martial. Donc, ils portent le même prénom que leur père. Donc voilà, il ne faut pas se tromper. Voilà, Martial le jeune. Mais il va rester très très proche et ils auront beaucoup de passions communes. Oui. Ils ont beaucoup d'affinités, parce que Martial aussi... est aussi très sensible parce qu'il a fait le conservatoire aussi, il est compositeur de musique, il aime la photo, il aime la céramique. Et donc les frères communiquent entre eux. Ils vont vivre de nombreuses années tous les deux. Oui, ils vont vivre... Jusqu'au mariage de Martial. Eh bien, cette malheureuse succession de décès dans la famille fait que les frères vont rester très soudés. Ils vont vendre, après la mort de la mère, ils vont vendre cette maison de Hyères et ils vont acheter, ils vont vivre dans un appartement aussi à Paris, ensemble. Ils vont acheter le Petit Gennevilliers, une propriété au Petit Gennevilliers, où Martial viendra aussi jusqu'à son mariage pratiquement en 1887. Donc, pendant... Oui, presque 8 ans, ils vont être tout le temps ensemble, ils vont avoir des passions communes, et notamment la passion des timbres. Ils vont réaliser une collection tous les deux. Ce Gustave Caillebotte est décidément un être un peu à part pour son époque, me semble-t-il. Pas tellement dans les conventions, un rebelle à sa façon peut-être. En tout cas, c'est un ami fidèle, un mécène très généreux qui a joué un grand rôle dans le rayonnement de l'impressionnisme. Et comme nous allons le découvrir dans le prochain épisode, c'est un homme passionné et talentueux dans de nombreux autres domaines. À bientôt! Vous êtes encore là ? Merci de m'écouter jusqu'au bout. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les notes et les photos de l'épisode sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous aimez Remarquable ?
Aidez-moi à faire connaître le podcast en partageant ces épisodes ou en laissant des commentaires sur les réseaux sociaux. Et parlez-en autour de vous. Merci.